bonjour à tous et bienvenue à ce dernier épisode de cette première série du CAFN sur les Learning Data. 5 épisodes que vous avez pu suivre. On arrive au dernier épisode. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas. Ça nous sera très important pour nous de façon à savoir qu'une seconde série sera proposée si vous avez des commentaires, si vous avez aimé la première, et ça nous permettra d'aller plus loin en tenant compte de vos remarques. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour nous. C'est gratuit, mais pour nous, c'est un vrai encouragement dans notre travail d'apporter gratuitement aux personnes qui ont la gentillesse de nous suivre des matériaux qu'on fait vivre ensemble. Eh bien, nous avons la chance d'interroger Jonathan Potier, qui nous a suivis pendant ces 5 épisodes de cette première saison. Donc, si vous voulez le revoir, j'insiste, n'hésitez pas à le dire. Voilà, ça c'est important, likez-le. Voilà, donc ça c'est important. Et j'ai la chance d'avoir Sylvie qui est avec moi pour l'interroger. Bonjour Sylvie. Bonjour Jonathan. Stéphane, bonjour Jonathan. Alors Sylvie, quelle est la première question qu'on peut avoir, sachant que la thématique de cette fois-ci, c'est l'avenir, la prospective de l'évaluation de la data. Voilà. Quelle est la première question qu'on pourrait poser à Jonathan? Alors, la première question qui se pose, on en parle beaucoup, le big data. Jonathan, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et quel impact dans le monde de la formation? Ok, avec plaisir. Alors, big data, de deux mots. Data, donc voilà, on en parle depuis 5 épisodes, c'est toute cette notion, on va dire, de données, donc de traces que l'on peut laisser, d'informations, d'enregistrements. Donc voilà, on génère beaucoup de données par notre activité, nous, êtres humains. Et big dans le sens grand, finalement, grand, beaucoup de données, volumineux en fait, c'est le volume de données. Et lorsqu'on a commencé à parler de big data, c'était un peu pour caractériser le fait que comme on génère beaucoup de données, voilà, on va sur Internet, voilà, on a des navigateurs, on utilise nos téléphones portables, etc. Bref, toute notre activité laisse des traces, des données qui sont enregistrées. Et donc, on génère beaucoup d'informations, on génère beaucoup de données. Et big data, parce que justement, ça devient tellement des volumes de données gigantesques que se pose la question de leur exploitation. Et on ne peut pas nécessairement exploiter on va dire ces big data avec les outils classiques, avec les bases de données classiques, etc. Donc forcément, ça pose des questions techniques, mais au-delà de ça, ça pose des questions sur l'utilisation des données. Lorsque les données finalement sont rares, bon, à la rigueur, voilà, on se pose moins de questions sur ce que l'on va en faire, on va exploiter ce que l'on a. Voilà, c'est un peu toujours le syndrome du réverbère. Hein, voilà, je vais regarder là où il y a de la lumière, tiens, je regarde sous le réverbère lorsque je perds mes clés de voiture, et je vais regarder juste là où finalement j'ai de la vision. Par contre, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Voilà, on parle avec le digital learning, voilà, on se forme de plus en plus en ligne. On a accès à des contenus, à des vidéos, on consulte des articles, des ressources, etc. Et donc, on génère beaucoup de data. Donc, la question aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que l'on peut en faire et notamment que peuvent en faire les professionnels de la formation. Est-ce qu'ils sont équipés pour exploiter ces big data, notamment? Oui, parce que pour faire un parallèle, finalement, on parle beaucoup des datas qui sont issues du consommateur et donc qui impactent énormément le marketing digital. Pour finalement l'apprenant, on a une nouvelle variable, voilà. Donc, on va voir comment l'apprenant se comporte et on va avoir un système finalement de données dynamiques qui vont être rattachées à l'apprenant. Qu'est-ce que la formation va faire de l'ensemble de ces données? Quels sont les axes qu'on peut suivre, voilà, et pour faire évoluer peut-être la formation? Oui. Alors c'est la grande question. Alors je pense que naturellement, pour faire le parallèle justement avec le consommateur, avec le client, c'est que ça va permettre peut-être d'aller vers davantage d'individualisation, donc de la relation. Avoir vraiment une expérience apprenant au même titre qu'on a une expérience client. Aujourd'hui, l'apprenant n'en reste pas moins un être humain et un consommateur. Donc, c'est un consommateur qui va faire ses courses, qui achète, qui commande sur Internet, etc. Et donc, il est habitué, tranquillement, il est dans un environnement où tout est facilité pour lui, quelque part. Il n'a pas besoin à chaque fois, il ne part pas d'une feuille blanche. On ne part pas d'une feuille blanche lorsque je vais commander
un livre ou un DVD ou je ne sais quoi d'autre sur un site d'e-commerce très très connu. Et j'arrive, voilà, on sait qui je suis, pour peu j'ai enregistré ma carte bancaire, on sait quels sont mes achats précédents, etc. Donc il y a une relation qui se crée quasiment avec mon fournisseur. Et à côté de ça, je vais suivre une formation. Par contre, là, à chaque fois, quasiment, on repart à zéro. Je suis une unité vierge, une feuille blanche, et on va me dire finalement qui es-tu, qu'est-ce que tu as appris auparavant, quelle est ta formation initiale. Bref, on va me poser des questions, ce qui est légitime la première fois. Et parfois, on va me les reposer sans arrêt, un peu comme si on faisait le classique tour de table en début de session de formation, mais qu'on le refaisait systématiquement en fait. Donc, imaginez une formation qui dure une semaine, présentielle, 5 jours. Vous avez 5 formateurs différents, vous êtes dans le même groupe et tous les jours, on vous demande de vous présenter. À la fin, les gens vont commencer à en avoir un peu marre, mais le formateur n'a pas cette information. Et donc, dans une logique de digital learning, mais pas seulement d'ailleurs de digital learning, toute cette logique de big data devrait en premier lieu nous permettre d'individualiser davantage la relation à l'apprenant et de vraiment créer une expérience d'apprenant où il se sentirait valorisé, considéré, parce que justement, on ne partirait pas à chaque fois d'une feuille vierge. Et donc, on lui proposerait légitimement des contenus adaptés, peut-être des méthodes pédagogiques particulières en fonction peut-être de son style d'apprentissage, de sa personnalité, de ses préférences, de ses résultats précédents, etc. Donc, il y a vraiment tout un pan, il y a tout un chantier à entreprendre. Parce que justement, l'intérêt, donc, c'est de récupérer, comme tu disais, finalement, toutes les données liées à l'apprenant et d'avoir son profil, finalement, d'apprenant et de pouvoir, après, développer des systèmes d'apprentissage qui seraient complètement individualisés. Exactement. Donc, d'accord. Donc, peut-être pour compléter la question de Sylvie, on a vu, pour faire un parallèle, on a vu avec les fumeurs, il y a eu sur le big data, donc on savait qu'il y avait ceux qui fumaient pas, comme il y a ceux qui apprennent pas, sauf que grâce au big data, on a réussi à développer, je crois, 42 profils différents en live de fumeurs, et donc on a appris à connaître les processus qui poussaient les gens à fumer, avec des profils qui sont complémentaires, mais spécifiques. Et ça permet justement, avec l'analyse des données, de se dire que finalement, aujourd'hui, comment les gens apprennent, on ne le sait pas bien. On a des matériaux avec les neurosciences qui apportent des choses intéressantes, mais on a des matériaux, mais ce n'est pas personnalisé. Et donc, qu'est-ce qui a priori pourrait émerger comme profil? Alors, en termes de profil, il y a évidemment des profils d'apprentissage. Alors ça, c'est un grand débat sur le fait que est-ce qu'on a des profils ou des styles d'apprentissage particuliers. Donc les recherches se contredisent à ce niveau-là. Donc je ne vais pas prendre position, mais lorsqu'on parle notamment, enfin, je pense aux méthodes pédagogiques. Aux méthodes pédagogiques, il y a des personnes, comme pour l'évaluation, on va en parler après, il y a des cerveaux qui fonctionnent mieux avec l'écrit, d'autres avec l'oral. Certains vont préférer lire des articles. Moi, ça ne me dérange pas de lire des articles qui font plusieurs pages. D'autres vont accepter de consulter des vidéos comme on est en train de le faire actuellement, etc. Mais en fonction de nos préférences, finalement, alors je ne suis pas un spécialiste des neurosciences et comment expliquer finalement le fait que l'on ait ces préférences-là, mais nécessairement, les réactions des personnes vont faire qu'on pourrait adapter le dispositif pédagogique par rapport à ça. Donc, d'avoir des données qui permettent au début, grosse maille, d'adapter les choses en fonction des préférences des personnes. Et c'est vrai que comme nous laissons des traces, on est capable aussi, ne serait-ce que par des systèmes de likes, de j'aime, etc., de voir quelles sont les ressources qui sont globalement, on va dire, qui suscitent le plus l'attention des apprenants en masse, en volume. Et après, moi, de voir personnellement ce que je préfère. Et si on prend l'exemple juste de Facebook, lorsque j'ai des amis qui vont mettre des ressources, qui vont publier des articles, des choses comme ça, des vidéos, en fonction des j'aime qui vont être ciblés, que je vais exprimer, mon fil d'actualité, mon mur ne sera pas le même au fil des heures, en fonction des moments de la journée, etc. Donc c'est fini le fait d'afficher un mur avec l'ensemble de ce qui a été posté par mes contacts, par mes amis, tout s'adapte en permanence. Et donc c'est un peu cette logique d'apprentissage finalement. Le système apprend de ses utilisateurs.
Et donc, en termes d'apprentissage, on peut imaginer que ça joue à la fois sur la nature des ressources, tout simplement, mais évidemment après du contenu, en fonction de ce que j'ai pu consulter comme ressources précédemment, voir quelles sont mes préférences, mais aussi de ce qu'il me reste à apprendre. Parce que si un système, par exemple, qui identifie le fait que je passe ma journée à lire des articles relatifs à la formation, se contente de m'injecter des articles sur la formation, il peut y avoir un effet lassitude. Alors qu'un système qui serait capable d'identifier que oui, j'aime la formation, mais il peut être intéressant que j'aille consulter tel autre type de ressources parce que là, ça peut m'ouvrir vers d'autres horizons en termes de connaissances, en termes de discipline, etc. Ça c'est autre chose aussi. C'est un peu la logique des moteurs de recherche à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le bubbling. C'est-à-dire que vous allez faire des recherches sur Google. Si vous êtes notamment connecté avec votre compte Google, Google va avoir tendance à vous enfermer dans une bulle. Et ça peut être un risque. C'est-à-dire que vous allez faire des recherches et en fonction de ce que vous allez écrire, une analyse permanente va être faite et on va sans arrêt vous proposer des ressources qui vont être différentes au vu de vos recherches précédentes. Et donc, si, je prends un exemple assez récent, mais moi, Jonathan, français, si je fais une recherche sur Google sur Donald Trump, je ne vais pas du tout avoir les mêmes résultats qu'un citoyen américain qui habite au Texas qui va faire une recherche sur Donald Trump, en fonction de là où nous sommes, de nos recherches précédentes, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça personnalise les informations qui nous sont données. Donc là, on imagine bien le parallèle avec l'apprenant où on pourrait dire, tiens, au vu de ce que tu as appris récemment, c'est comme si moi, on m'envoyait quasiment que des ressources sur l'évaluation de l'information. Mais en même temps, il y a ce risque d'être enfermé et donc d'être un peu de développer quasiment une approche sectaire où finalement tout est focalisé uniquement sur ce que l'on sait déjà, sur ce que l'on connaît déjà, sans jamais faire en sorte que le système nous ouvre vers d'autres disciplines, vers d'autres champs de connaissances, alors qu'on sait très bien que pour apprendre, parfois être aussi de sortir un peu de sa zone de confort et aller chercher des ressources externes, en tout cas, par rapport à ce que l'on a l'habitude de consulter. C'est exactement ce qu'on retrouve sur Google. Quand on cherche un fauteuil ou une armoire, eh bien, on se retrouve pendant les 3 semaines qui suivent, même si on l'a acheté, donc on a finalisé, on se retrouve avec des propositions d'armoire, alors que voilà, c'est un gros maille. Mais donc c'est intéressant et ça amène derrière une réflexion à se dire l'information est tellement importante que ça ne peut plus être l'homme qui comprend, mais c'est forcément la machine et ça ouvre à ce que tu disais très justement, l'intelligence artificielle, le machine learning, oui. Avec les fameux algorithmes qui permettent de faire le tri. Peut-être que, est-ce que tu vois la place que l'algorithme peut avoir en formation? D'abord, qu'est-ce qu'un algorithme peut-être? Alors, un algorithme, c'est finalement, bon, toujours pour faire simple, hein, c'est une suite d'opérations. Voilà, au sens purement informatique du terme, une suite d'opérations, une suite d'instructions en vue finalement soit d'atteindre un résultat ou de répondre à un problème, etc. Donc c'est quelque chose qui est écrit, hein, qui est codé, pour faire simple, et donc qui peut permettre aussi d'automatiser un certain nombre d'actions, d'automatiser, si on pense à la formation, d'avoir aussi une logique, pour reprendre l'exemple précédent, de dire, si finalement telle personne à telle action, à telle action, à telle action, à telle action, derrière, il va falloir lui préconiser voilà, telle formation, tel contenu, ou des choses comme ça. Donc, ce sont des choses que l'on peut assez facilement, et en tout cas, écrire, programmer, même sans être d'ailleurs un technicien. En tout cas, il y a des gens dans ce métier qui peuvent nous aider là-dessus. Et il y a un potentiel, évidemment, qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut en arriver à automatiser tout un ensemble d'éléments qu'avant, nous, humains de la formation, humains professionnels de la formation, on passait beaucoup de temps à faire quelque part. Donc, il y a tout un potentiel, évidemment, qui est à exploiter à ce niveau. Mais on va en reparler. Et je rajouterais aussi un élément, c'est ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on avait vu avec, avec IBM quand il a sur le jeu de Go, quand il a gagné après le championnat d'Europe, le championnat du monde. Aujourd'hui, on est sûr que sur tous les jeux, l'ordinateur va être meilleur que l'humain, après les jeux d'échecs. Mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est le fait que les spécialistes ne savent pas comment la machine choisit.
C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent en covariance énormément de paramètres qui ne sont pas forcément des paramètres linéaires, c'est-à-dire dont on sait ceci, cela, mais ils brassent tellement de données que finalement, ils trouvent la bonne solution, mais on ne sait pas comment. Alors, on pourrait redécortiquer, mais le temps de tout avoir redécortiqué, tout le monde est passé à autre chose. Et donc, forcément, et la machine, ce qui veut dire que la machine aujourd'hui, Bernard Stiegler en parle comme ça, paupérise l'homme. Une des vraies questions, c'est que si c'est la machine qui repropose tout, dans ces cas-là, est-ce que l'homme a encore la main, vu que la machine propose mieux que ce que l'homme pourrait proposer? Et donc aujourd'hui, c'est la guerre des robots quelque part, voilà, c'est pour reprendre. Mais c'est une vraie interrogation, c'est en quoi le robot peut rentrer, en quoi la machine peut rentrer dans le processus apprenant, comme il est rentré dans la finance. Aujourd'hui, on n'imagine pas de passer des ordres d'achat ou de vente sans passer par la machine préalablement. Eh bien, est-ce que la formation sera un espace protégé en dehors des machines, ou est-ce qu'elle va s'appuyer sur les machines? Je ne crois pas au fait que la formation sera un espace protégé, parce que l'on aime ou pas la vague qui arrive, elle arrive. Et on imagine mal, dans une société qui évolue vraiment dans cette direction, encore une fois, que l'on aime ou pas la direction, ce n'est pas du tout un jugement de valeur que je porte, mais qu'on puisse, nous, être un peu le petit village gaulois qui va résister à l'envahisseur. Alors déjà que la formation est parfois coupée des enjeux business et stratégiques de l'entreprise, si en plus on se coupe, on va dire, de ce courant, alors là, on est quand même plutôt mal parti. Et j'entendais récemment l'interview du dirigeant d'un éditeur LMS qui grosso modo, avait dit ceci, c'est la technologie est en train quasiment de créer l'idéologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, avec cette technologie, revenir en arrière dans notre manière de penser, dans nos comportements, etc. Et on est tellement habitué finalement maintenant à faciliter les choses, à se laisser guider par son GPS, à toutes ces choses-là, qu'en matière de formation, je pense que si nous on a ce débat entre professionnels de la formation, je pense que l'apprenant lambda, lui sera très heureux finalement si on fait les choix à sa place, et s'il ne comprend pas nécessairement où on l'emmène, il va y avoir cette confiance, je pense, en la machine, et il sera certainement très à l'aise avec ça, parce que ça correspondra à ce qu'il fait et à ce qu'il vit par ailleurs. Donc il n'y aura pas, on va dire, cette espèce de choc de dissonance cognitive. Il vit déjà ça par ailleurs, donc pour lui ça sera naturel. Au contraire, ça ne sera pas normal si ensuite en formation il est dans une toute autre logique. Là par contre, ça risque de le perturber. En fait, il faut rester dans la continuité. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'ordinateur. Là où il est intéressant, c'est qu'il vient finalement gérer tout ce qui est automatique. Et donc, quelque part, il vient gérer aussi le formateur dans la différenciation pédagogique qui, lui, peut-être se recentrer sur des choses plus intéressantes d'accompagnement, là où l'automaticité n'est pas possible. Oui, complètement. Alors ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui, on va dire, qui concerne de toute façon toutes les professions. Et c'est vrai qu'on va parler spécifiquement de la formation, mais c'est notamment le docteur Laurent Alexandre qui fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui est intelligence artificielle, et j'encourage vraiment en tout cas les internautes à aller regarder ces vidéos, c'est assez bluffant, où il décrypte les tendances d'évolution en matière de robotisation, les projets de Google X, etc., d'intelligence artificielle. Et lui, la vraie question qu'il se pose, et ça doit nous poser aussi des questions à nous, ne serait-ce que pour les livrables, on va dire, que l'on va amener en tant que professionnel de la formation, c'est de dire finalement l'enjeu va être de plus en plus de travailler en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de métier qui risque effectivement d'être remplacé, robotisé, si vous me permettez l'expression, mais il y a aussi tout un ensemble de professions, de métiers qui, eux, vont devoir apprendre à travailler avec cette intelligence artificielle. Et donc la question, c'est, en tant que professionnel de la formation, que l'on soit responsable formation, que l'on soit formateur, etc., peu importe, mais en tant que professionnel de la formation, comment va-t-on travailler demain, et même dès aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, avec ces embryons d'intelligence artificielle, de manière effectivement à en tirer le meilleur, à pouvoir automatiser ce qui peut l'être, et à pouvoir trouver notre valeur ajoutée ailleurs. Et effectivement, c'est peut-être, pour revenir sur ce que disait Stéphane, c'est peut-être justement dans cette coordination, le fait peut-être parfois d'aller à l'encontre de ce que préconise l'intelligence artificielle dans les contenus qui vont être proposés, etc. Parce qu'on ne comprend pas toujours aujourd'hui pourquoi ils en arrivent à de telles préconisations.
que va se trouver notre valeur ajoutée. Si on estime que c'est juste, très bien, mais peut-être va-t-on devoir avoir une position un peu de juge pour porter ce jugement sur finalement la qualité, la préconisation qui va être réalisée, qui va être proclamée par l'intelligence artificielle. Mais c'est une vraie question à avoir aujourd'hui. On a vu des responsables formation se faire remplacer par de simples intranets parce que leur job, c'était simplement de mettre en relation des gens qui voulaient suivre une formation dans l'entreprise avec des catalogues de formation. Un jour, on a dit, il suffit de s'inscrire. Boum. Bon, voilà, c'est une logique particulière, mais en tout cas, leur seule valeur ajoutée, c'était de faire de la mise en relation. Aujourd'hui, voilà, un peu comme les anciens standards téléphoniques, où finalement on rebranchait ailleurs, etc., pour organiser les communications. Eh bien, demain, se pose la question pour les responsables formation qui finalement, aujourd'hui, délivrent des ressources, organisent des ressources. Si demain, c'est une intelligence artificielle plus ou moins développée qui va, en fonction du salarié, de son profil, de son passé en termes de formation, d'apprentissage, etc., qui va lui amener sur un plateau les meilleures ressources pour lui permettre d'apprendre, quelle va être la place du responsable formation dans ce cadre. Si son seul job aujourd'hui, sa seule mission, sa seule valeur ajoutée, c'est de sélectionner des ressources pour les distribuer aux collaborateurs. Pour aller dans ce sens-là, effectivement, une question qu'on avait posée sur un des articles de l'AFEN, que vous trouvez sur le site afen.fr, c'était « Le robot est-il l'avenir du formateur ?» Alors, évidemment, on peut répondre rapidement. Il faut creuser, parce que les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Quand on a aujourd'hui Facebook qui développe les chatbots, un chatbot, alors en 10 minutes, on peut créer son chatbot, hein, c'est ce que dit la publicité, on va vérifier, mais ça veut dire qu'on en est au début, puisqu'il a lancé sa plateforme l'année dernière. Ça veut dire qu'il va y avoir des robots à disposition. Ça veut dire aussi que de la même façon, si on donne à un chatbot le rôle de formateur, on a 24 heures sur 24 gratuitement un formateur à disposition qui peut couvrir 80% de ce qui est fait la formation classique, un peu modèle Wikipédia, etc. Mais surtout aussi qui peut apprendre avec nous, c'est-à-dire qu'il peut entendre ce qu'on dit, l'intelligence artificielle apprend avec le deep learning, donc ça veut dire qu'il y a des matériaux comme ça. Si c'est gratuit, bien sûr, ça pose une question de modèle économique, et on comprend pourquoi Facebook nous propose ça, mais ça veut dire que si on se place du côté de l'apprenant, c'est magique. Ah, complètement. C'est magique, comme tu dis, c'est quasiment un formateur à disposition, en temps réel, en permanence, gratuit. Voilà, gratuit. Alors, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein, donc, c'est sûr que si dans la tête, dans l'esprit des dirigeants de Facebook et de Google, c'est pas pour rien que Google a investi aussi dans la formation, dans l'éducation, c'est que finalement, en fonction de ce que tu apprends et de ce que tu sais, j'imagine encore mieux demain comment tu seras configuré et ce que tu risques d'acheter. C'est certainement ça aussi leur logique. Donc, il y a un lien très fort finalement entre marketing, publicité et formation. Finalement, les deux, d'ailleurs, c'est l'art de faire passer des messages, hein, quelque part. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et pour faire le lien avec l'évaluation, très honnêtement, on risque, et c'est la personne qui a passé les dernières années de sa vie à construire une bonne partie de son temps des questions d'évaluation, mais aujourd'hui, demain surtout, on risque de ne plus supporter quelque part le fait de devoir compléter les questionnaires d'évaluation. Ça peut parfois sembler rébarbatif. Donc, je suis une formation et je dois compléter un questionnaire. Et pour faire le parallèle un peu avec ce que pourrait, par exemple, un rendez-vous galant, on imagine mal, vous êtes à un rendez-vous galant et la personne en face vous assassine, vous bombarde de questions. Voilà. Bam, 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 vous avez 15-20 questions, etc. Au bout d'un moment, ça va vraiment vous ennuyer et vous avez tendance à répondre oui, non, etc. Et parce que vous allez dire c'est un interrogatoire. Et bien, dans une logique de questionnaire d'évaluation, on n'en est pas loin. Là où les gens répondent, il faut reprendre un peu les codes des réseaux sociaux, c'est quand il y a un échange qui est fait. Donc, imaginez un peu prospectif, demain, plutôt de recevoir un questionnaire d'évaluation, je sors de la formation sur mon téléphone ou dans ma voiture avec mon tableau de bord, etc. J'ai une sorte de chatbot, donc voilà, de petits robots, qui lui me pose des questions sur la formation. Imaginez un peu sous forme d'échange. Bonjour Jonathan, comment s'est passée la formation?
Voilà. Et en fonction de mes réponses, petite analyse sémantique, il va se dire « Ah ouais, ok, donc bon, je dis « Ouais, c'était pas mal. » Bon, pas mal, ouais, mais précisément, tu peux m'en dire plus? Blablabla. Ah ok, donc avec le formateur, tu as bien aimé, etc. Et donc tout ça, on peut imaginer quasiment une succession de questions un peu fermées, où il demanderait des notes, de questions ouvertes, etc. Et où finalement, sous forme d'échange, donc beaucoup moins rébarbatif, parce que justement, il enregistre, il tient compte de mes réponses précédentes, je n'ai pas une question qui arrive en plein milieu du questionnaire comme un cheveu sur la soupe, etc. On pourrait utiliser cette technologie pour évaluer l'efficacité des formations. Parce qu'en plus, quand plus tard, ce même chatbot, alors sur mon téléphone, hein, cet assistant, peu importe, revient me voir pour dire, tiens, tu te souviens, la formation, tu avais dit que c'était top, etc. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah bah, j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Ah, t'as pas encore eu le temps? Bon, ok. Est-ce que je peux être d'une aide par rapport à ça? Tu voudrais que je t'envoie un article sur voilà, la gestion de projet, parce que c'est une formation en gestion de projet. Enfin, on peut imaginer complètement toute cette logique d'assistant personnel qui nous accompagne aussi post-formation, mais qui en même temps pourrait faire le travail de l'évaluation. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. Et ça peut même, dans une étape supplémentaire, aller plus loin, dans le sens où, au lieu de poser la question, on analyse directement le résultat. C'est-à-dire que, par exemple, supposons que je fasse une formation de vendeur, enfin, peu importe la démarche. Dans ces cas-là, l'argumentaire, il va pouvoir en temps réel, grâce à mon smartphone, c'est déjà aujourd'hui le cas, analyser les mots que j'utilise, les impacts en termes de tonalité que j'ai par rapport à mon interlocuteur. Donc, ce qui veut dire que juste en enregistrant, on est capable de dire ça passé, c'est pas passé, et me reproposer quelque chose d'accompagnement sans à aucun moment me demander mon avis. C'est vrai. Aujourd'hui, sur les émotions, on a en plus la possibilité de connaître les émotions qu'on a grâce à simplement des bracelets ou des choses comme ça. On a souvent des cardiaques, des choses de ce type. Donc, le j'aime pas, on l'a en direct. Autrement dit, la multiplication des données fait qu'on n'a plus vraiment besoin que les gens expriment, puisque c'est directement le niveau le plus compliqué dans les comportements qu'on pourra analyser grâce au big data. Ce qui amène derrière des techniques un peu originales, c'est qu'à force d'analyser tellement, et puis les puces tournant de plus en plus vite, on peut analyser de plus en plus de choses. Dans ces cas-là, la prédictibilité est quelque chose qui monte en puissance. Est-ce que tu trouves que ça a un intérêt en formation? Ça peut avoir un intérêt? Alors, ça... Je demande quand même, pour l'instant, à ce qu'on me fasse en tout cas la démonstration d'avoir des résultats assez convaincants à ce niveau. Mais il est clair que, alors moi qui vois beaucoup les choses avec une vision très, très Kirkpatrick, notamment pour toute la partie niveau 3, niveau 4, je pense vraiment qu'il y a de l'intérêt. Parce que si toute cette masse, si tout ce volume de données nous permet de déterminer précisément que voilà, si on voit ça en formation, si on a tel discours, si on a telle action derrière, etc., il y a davantage de chances, en tout cas, il y a les hypothèses que l'on transfère les acquis de la formation, etc., qu'il y ait plus de chances que le niveau 3 se fasse, qu'il y ait transfert des acquis, là, ça devient sacrément intéressant. Et dans l'épisode précédent, on parlait d'efficience. Il faut imaginer à quel point on pourrait tailler dans les contenus de formation en se disant bah, finalement cette partie-là n'a aucune utilité, celle-là n'en a aucune, celle-là par contre il faut davantage insister là-dessus. Enfin, ça devient quasiment du réglage millimétré au vu des résultats que l'on peut avoir. Et comme tu disais précédemment, ça c'est très intéressant, je n'y avais pas pensé, c'est vrai que il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas pour les internautes qui ne le savent pas, c'est que si vous avez une application Facebook sur votre téléphone, le micro est ouvert. Donc Facebook a accès à votre micro et donc écoute, là, voilà, Facebook écoute ce qui se dit durant notre échange et en fonction de ça, va peut-être injecter des pubs particulières ou enregistrer les informations. Donc, c'est vrai que demain, si j'ai une application sur mon téléphone qui, par exemple, en tant que manager, enregistre le discours que j'ai avec un collaborateur lors d'un entretien annuel, suite à une formation à la conduite des entretiens annuels, c'est vrai que là, il peut y avoir toute cette analyse du résultat en disant, écoute, voilà, à mon avis, bon, voilà, tu n'as pas retenu certaines bonnes pratiques ou ça serait bien d'insister là-dessus, etc. Et finalement, ça devient quasiment non pas une main invisible, mais un cerveau invisible. C'est-à-dire qu'on a cette évaluation et cette formation qui est permanente, mais complètement intégrée dans nos pratiques. On n'a pas un LMS supplémentaire, on n'a pas des surcouches, mais c'est quelque chose qui est intégré dans nos outils, dans nos pratiques existantes. Et donc, forcément, c'est fondu dans notre vécu.
Et c'est vrai que dans ce que tu présentais, des gens comme Elon Musk ou des gens comme Ray Kurzweil avec l'Université de la Singularité disent qu'on a vocation à un moment à devenir des êtres hybrides où on aura en permanence, alors aujourd'hui on est déjà hybride avec notre smartphone, c'est-à-dire que qui peut vraiment travailler sans smartphone aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça veut dire que demain il y aura une machine plus complexe encore qui pourra analyser et on sera en connexion. On sera vraiment hybride avec une performance accrue parce que la machine m'accompagnera, me guidera, sera coach. Les tests sur les coachs numériques sont très encourageants et mais une codépendance qui nécessite véritablement, qui explose les résultats, mais avec des questions sociétales qui sont énormes. Exactement, ouais, complètement. Mais ça pose des vraies questions et c'est vrai que, alors on peut se poser des questions en termes d'éthique. Alors tu donnais un exemple tout à l'heure, je crois, au niveau des profils de fumeurs, je crois. J'ai entendu cette anecdote récemment, mais on voit très bien comment ça peut s'appliquer à la formation. Aujourd'hui, parfois, on a du mal à déjà identifier les vrais besoins de formation. Au-delà de la logique de catalogue. On a parfois du mal à stimuler aussi les salariés pour la suite des formations, quand bien même toute l'analyse a montré que ça pouvait être utile. Là, j'ai eu cette anecdote d'une jeune fille qui un jour a reçu chez elle des publicités en indiquant que comme elle était enceinte, ça pourrait lui être utile d'acheter ceci ou cela. Et elle a dit, mais non, mais moi je ne suis pas enceinte. Et donc son père a mal pris les choses, a contacté la société, etc. Et en fait, toute l'analyse de son comportement d'achat sur Internet avait montré qu'elle était enceinte. Et en fait, elle n'était même pas au courant. Donc, ils se sont dit, finalement, on parlait de prédictibilité. A priori, les personnes qui commencent à acheter ça, alors peut-être des aliments, je ne sais pas, des fraises, pour faire simple, à acheter tout un ensemble de choses, on s'est dit, elle est enceinte. Donc, demain, il faut imaginer que nous, on va nous dire, écoute, au vu de ce que tu as fait, de ce que tu sais, etc., écoute, pour la suite de ta carrière, ça serait quand même pas mal que tu suives ce MOOC, que tu suives cette formation, etc., parce que figure-toi que X% de personnes qui ont fait ça derrière ont pu obtenir tel nouveau job, ont pu être promus. Enfin, c'est la machine qui va quasiment guider notre avenir. Donc voilà, et en termes d'éthique, forcément, ça veut dire que on ouvre la porte de notre être à bien des niveaux. Donc c'est sûr que ça pose question. Alors effectivement, on parle finalement de dérive, c'est un peu le risque d'avoir finalement tout un système de data qui nous profile, qui nous donne un profil d'apprenant. Et est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi au niveau du recrutement? On sait qu'aujourd'hui, on veut des gens qui s'adaptent, qui aient des compétences en matière de savoir-être, savoir-faire et savoir apprendre. Est-ce qu'on ne va pas arriver finalement à avoir chacun une identité d'apprenant avec nos forces et nos faiblesses, nos rapidités d'apprentissage, avoir une espèce de fiche finalement sur nos possibilités d'apprenant? Oui, alors c'est possible en effet, parce que c'est vrai qu'au-delà, lorsqu'on regarde le CV de quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de son cursus initial, alors déjà on ne pense pas toujours à valoriser tout ce que l'on a pu apprendre au-delà de notre cursus initial, donc je ne parle même pas de formation continue, mais de savoir valoriser les expériences, d'être capable de montrer que justement on continue à se former en permanence, etc. Mais on voit beaucoup maintenant les techniques de recrutement affinitaire, un peu pour faire simple, le mythique du recrutement, où finalement un candidat en fonction de sa personnalité, de ses préférences, de ses valeurs, etc., va davantage correspondre à telle ou telle entreprise. Et on peut imaginer que ce soit la même chose pour la formation. Donc effectivement, on pourra quasiment être capable d'évaluer la capacité à apprendre d'un individu et en même temps de faire correspondre cela avec son entreprise, en se disant, on parlait de Google, mais Google fait peu de formation formelle et donc mise beaucoup sur l'apprentissage informel et par les pairs, donc du social learning. Et on peut imaginer que quelqu'un qui entre guillemets, ne saurait pas apprendre tout seul, ou en tout cas ne saurait pas apprendre avec les autres, a besoin d'être guidé en permanence, etc., on pourrait quasiment, dès l'entretien de recrutement, d'ailleurs même avant l'entretien de recrutement, se dire, non mais toi, tu as telle manière d'apprendre, etc. En tout cas, les données montrent que tu apprends comme ça ne peut pas aller chez nous, parce que nous, on mise vraiment sur l'apprentissage collaboratif, etc. Donc c'est vrai que de plus en plus, on va arriver
on aura quasiment notre score d'apprenance ou des choses comme ça qui permettront, on l'affichera sur LinkedIn, et de pouvoir en tout cas savoir très rapidement si oui ou non on correspond à telle entreprise. Alors ça peut être une dérive, mais j'ai tendance aussi à voir ça comme le fait de pouvoir gagner du temps. Parce qu'a priori, si je ne suis pas fait pour cette entreprise, je préfère autant qu'elle le savoir dès le début et qu'elle me le dise, plutôt que de perdre mon temps à faire 3, 4, 5, 6 entretiens pour à la fin avoir une réponse bateau sans trop de raison. Je préfère à la rigueur, dès le moment où je vais cliquer, aller sur le site de l'entreprise, que ça puisse correspondre à mon profil, qu'on me dise non, Jonathan, cette entreprise n'est pas faite pour toi et voici les raisons. Par contre, voici celles qui te correspondent et là, tu pourrais t'éclater. Quand on voit que dans les études récentes, on va dire le fait qu'une entreprise propose de la formation, propose des opportunités d'apprentissage, ça arrive dans les premières places pour les jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'on cherche pas forcément en priorité un poste reluisant, un titre ronflant, une bonne rémunération, etc., mais surtout un environnement qui va me permettre d'apprendre et de me dépasser pour devenir le meilleur dans mon métier. Ça peut être intéressant quand même d'exploiter ces pistes. On parle beaucoup de relations apprenantes avec la singularité, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacun soit indépendant et on peut être capable à la fois de vendre de la formation qui soit plus adaptée, mais aussi, et c'est ça la relation apprenante, c'est la fidélisation. Donc, c'est un rapport qui fait rêver depuis longtemps, d'être capable d'avoir une traçabilité pour chaque fois améliorer les choses, hein, toujours avec un bon environnement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les apprentissages sont communautaires. Oui. Et ça veut dire que, est-ce que toi, tu sens dans les entreprises le fait de développer ces communautés apprenantes? Alors, c'est ce que j'observe, enfin, certaines entreprises commencent à être avancées là-dessus et j'observe, enfin, on en est vraiment balbutiement et c'est plutôt, les observations que j'ai pu faire, c'est plutôt dans des entreprises qui sont souvent plutôt jeunes et encore de taille modeste. C'est-à-dire plutôt, pour faire simple, environnement start-up, entreprise high-tech, où on est déjà quasiment dans ce modèle, où finalement on cherche vraiment des personnes qui vont être capables de se former avec le digital, qui sont quasiment nés avec le digital, etc. Donc, c'est moins vrai de ce que j'observe pour l'instant dans des plus grosses structures ou des entreprises de secteurs d'activité plus classiques, si j'ose le terme. Mais évidemment, derrière, ça pose aussi question à ce niveau-là. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on explique qu'il y a une relation entre l'apprenant et la machine, au sens intelligence artificielle, que cela va se développer, mais après, c'est comment on va organiser cela en réseau aussi. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné des communications entre on va dire, nos assistants personnels, etc., pour favoriser, voilà. Donc là, il y a tout un pan. Comment on va combiner social learning et intelligence artificielle? Et là, je pense que tout est à construire, tout est à faire. Mais je pense vraiment aujourd'hui, on commence seulement à sortir à peine de cette logique formation, stage de formation. On commence vraiment à avoir des expériences intéressantes sur la partie digitale où on a arrêté de penser qu'il suffisait de mettre les gens devant un écran pour qu'ils apprennent, etc. Et donc là, je pense que tout ce pan de l'apprentissage collaboratif est seulement à construire. Et justement, l'évaluation de l'apprentissage collaboratif, là, on est vraiment aussi dans une difficulté nouvelle. C'est comment mesurer ce nouveau type d'apprentissage, quelles sont les données à prendre en compte. Est-ce que ça, par exemple, dans le modèle de Kirkpatrick, dans une évolution possible, c'est une nouvelle composante à envisager? Alors, dans le modèle Kirkpatrick, ça pourrait se retrouver à deux endroits. Alors, soit au niveau 2, apprentissage pur, soit au niveau 3, comportement au sens transfert des acquis. Et c'est vrai qu'on est bien loin du questionnaire d'évaluation des connaissances. Alors, si on veut mesurer cela, ça va être autre chose que de faire des quiz. Et alors, en attendant d'avoir des technologies qui le permettent, certaines entreprises aujourd'hui, encore en nombre limité, essayent d'avoir une évaluation, même parfois très informelle, mais justement de cet apprentissage informel. Parce que l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage avec et par les pairs, ça relève plutôt de l'informel, au sens c'est pas une action de formation formelle. Et pose des questions aux collaborateurs de manière à ce que les collaborateurs aient un peu cette
cet effort de réflexion, ce questionnement, quasiment chaque jour en disant, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Qu'est-ce que tu as pu apprendre? Est-ce que tu as appris quelque chose? En tout cas, on t'incite à apprendre au moins une chose par jour. Et comment tu l'as appris? Et de manière à essayer de matérialiser et de faire prendre conscience aussi que, tiens, aujourd'hui, j'ai forcément appris quelque chose et je ne l'ai pas appris parce que, regardez, aujourd'hui, voilà, on est en train d'apprendre des choses ensemble, j'apprends des choses avec vous, je n'ai pas suivi d'action de formation. Et donc, à la fin de la journée, je pourrais matérialiser ça en disant, tiens, j'ai appris des choses avec Stéphane et Sylvie sur tel et tel sujet, etc. Et donc, c'est une manière, si on est capable aussi de tracer, de pister ça, après, il faut voir est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut laisser tout un pan que l'on n'évaluerait pas. Ça, c'est un autre débat. Mais ça serait une manière aussi d'identifier, un peu comme une espèce de réseau neuronal, où on serait capable, à l'échelle d'une entreprise, de voir les zones où il y a des personnes qui apprennent davantage ensemble, qui échangent davantage ensemble, qui sont capables aussi de mener des actions de formation, d'apprentissage, indépendamment du service formation. C'est-à-dire que voilà, un manager qui décide d'organiser des ateliers, des échanges collaboratifs, etc. Actuellement, ce que je observe, c'est qu'on peut mesurer ces choses-là de manière simple, subjective, mais comme je le disais dans l'épisode précédent, il ne faut pas avoir peur de la subjectivité, en posant les questions aux personnes, aux collaborateurs, pour savoir est-ce que oui ou non, aujourd'hui, ils ont appris des choses, avec qui, voilà, par des questions très ciblées. C'est ce que certains appellent voilà, le Net Promoter Score, le NPS, la question, vous savez, que l'on pose lorsqu'on réserve un voyage, un hôtel, etc. On dit recommanderiez-vous cet hôtel, ce train, etc. à des proches, etc. Et certains parlent d'NPS, entreprise apprenante, pour dire est-ce que vous recommanderiez le fait de travailler à un proche, de travailler dans votre entreprise au vu de ce que vous y apprenez. Et là, on se rend compte que lorsque les personnes répondent, elles ne prennent pas uniquement en compte les actions de formation, mais bien tout ce qu'il y a, y compris leur travail, ce que leur travail leur permet d'apprendre. Donc ça ouvre des champs assez conséquents. Ce que tu apportais aussi comme élément avec l'inconscient et le conscient, c'est qu'on apprend beaucoup plus inconsciemment. Et donc, c'est la différence qu'on a. Devient plus simple. Alors, Sylvie, je veux bien que tu reprennes la question parce que le début de la question a été excusé. J'ai des problèmes de connexion. Oui, on parlait de l'essor des data dans le domaine du learning. Est-ce que du coup, ça a des conséquences sur l'évaluation de la formation? Est-ce qu'on va se retrouver finalement avec une évaluation de la formation simplifiée, un traitement de data et de nouveaux métiers peut-être qui vont se développer à l'intérieur de la formation? Ou est-ce que ça devient plus complexe parce qu'il va falloir faire le tri dans l'ensemble de ces datas et ne pas rester finalement dans des univers fermés comme tu mentionnais tout à l'heure? C'est ça. Alors, c'est exactement, enfin, c'est la double question, c'est le double constat que je fais, c'est qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que tout cela nous amène davantage de données. Et c'est vrai que souvent, on a bien des difficultés, ne serait-ce que lorsqu'on fait des questionnaires d'évaluation de satisfaction niveau 1, à récupérer les questionnaires, etc. Donc aujourd'hui, ça devient plus simple d'avoir tout un ensemble de données qui nous permettent de vérifier que les apprenants ont apprécié la formation, ont appris des choses, etc. Donc on a beaucoup de données. Donc ça facilite un peu le travail. Merci la technologie. Par contre, la grande difficulté, c'est que justement, on peut en avoir trop. Et là, on va avoir besoin, nous, le processus de la formation, d'être intellectuellement très équipé en termes de concept. On va avoir besoin d'être très clair sur ce qu'est la formation, ce que permet la formation, ce que ne permet pas la formation, sur les conditions de l'apprentissage, etc., pour plus facilement aller faire le tri dans les données et savoir aussi ce que l'on veut vérifier, ce que l'on veut exploiter dans ces volumes de données gigantesques, ce que l'on va pouvoir observer en priorité. Et là, on va avoir besoin d'être très clair dessus. Je prends un exemple, mais si moi, responsable formation, je crois qu'il suffit de mettre les gens en formation pour qu'ils apprennent, je vais uniquement mesurer ces choses-là et je vais me couper de toute une réalité sur les conditions d'apprentissage, on parlait de style d'apprentissage, sur l'avant-formation, sur la pré-formation, sur toute l'ingénierie de performance dont on parlait lors de l'épisode sur le niveau 3, etc. Par contre, si je suis à l'aise avec ces concepts-là, si je suis capable
quasiment de construire ce que pourrait être l'efficacité de la formation, je vais plus facilement savoir de quelles données dont j'ai besoin et d'aller justement exploiter ces données. Sinon, comme disait Stéphane au début de cet épisode, on risque de déléguer complètement tout ce travail d'analyse à une machine qui va faire le travail pour nous, mais on n'aura pas compris finalement comment elle sera arrivée à ce résultat. Et si on ne sait pas comment elle est arrivée à ce résultat, ça va devenir plus difficile d'identifier les bonnes pratiques et de faire perdurer, en tout cas de capitaliser sur ce que l'on aura appris. Donc c'est plus simple, mais en même temps, ça ne doit pas nous empêcher de nous poser de bonnes questions sur ce qu'est l'efficacité d'une formation. Une grosse évolution qu'on voit se dessiner avec toutes ces données, ces datas qui sont disponibles à profusion, c'est l'opposition entre apprendre et former. Et donc la formation est un accord social, une convention sociale. Aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, ça explose complètement les repères traditionnels. On peut apprendre tout seul. Quand on regarde les techs, si je veux apprendre des langues, on télécharge une application gratuite et il y a des résultats très intéressants. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de passer par l'entreprise, donc la formation. Donc, quelqu'un qui a l'accord social qui crée des formes à la formation, j'apprends comme je veux à mon rythme. Et pareillement, donc on va vers l'apprentissage en laissant les individus apprendre quasiment tout seuls. Donc, ça veut dire est-ce que c'est la fin de la formation, l'accord collectif, et c'est là où il faut redéfinir surtout les formes de la nouvelle formation du 21e siècle. Un exemple tout bête, mais est-ce que la formation qui est en entreprise classiquement, est-ce que se fait hors entreprise, est-ce que se fait en privé? Parce que sinon, dans ces cas-là, l'entreprise rentre dans les familles, rentre dans la vie intime et personnelle. Donc, où est-ce qu'on met des curseurs? Et les formes de la formation, c'est ça, c'est un moment où on trouve des accords sociaux, on dit qu'ils sont ni bons ni mauvais, mais qui représentent un équilibre. En général, on les inscrit sur un progrès social. Donc, qu'est-ce qui fait progrès? Qu'est-ce qui fait social? Donc, société. Et donc, à partir de là, quels sont les équilibres? Et donc, ces formes de la formation aujourd'hui, si on souffre beaucoup dans ces interrogations, c'est qu'elles ne sont pas définies. On est en train de les construire, on est en train d'y réfléchir ensemble. Demain, on les reconstruira. Simplement, on a besoin à un moment de ne pas se réinterroger constamment. Sinon, ce sont les individus, et ce n'est pas neutre socialement, particulièrement, et ce n'est pas neutre non plus que Google, Amazon, les fameux GAFAM, œuvrent à cette individualisation pour eux. Mais ça veut dire derrière, quelle sera la dimension sociale, la dimension d'identité, etc., cette idée d'entreprise même en soi, et toutes ces questions-là seront réinterrogées. Autrement dit, quand on décortique l'apprendre et la formation, est-ce que tu penses que le responsable, directeur de la formation, un pilote, y aura-t-il encore un pilote dans l'avion de la formation? Alors, c'est une sacrée question. Bon, on ne va pas se faire des amis avec la réponse. Mais la première saison, c'est peut-être la dernière saison aussi. C'est ça. Alors, très honnêtement, moi, je suis à la fois fasciné et terrifié par en fait tout ce qui arrive, en tout cas, tout ce qui va arriver pour nous être humains, mais également en tant que professionnel de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure, la technologie crée l'idéologie, parce qu'on est dans cet environnement. On est aussi dans un environnement où on voit, il y a quand même une montée en puissance de tout ce qui est freelance, le fait de devenir indépendant. Il y a un peu moins, c'est pas non plus la fin du salariat, mais en tout cas, il y en a moins. Aux États-Unis, on voit que c'est en croissance quasiment permanente. On voit aussi qu'il y a une frontière plus floue entre la vie privée et le travail. Donc, on consulte via smartphone notamment nos emails professionnels à la maison, etc. Donc, demain, comment imaginer donc, la technologie, l'environnement sociétal, etc., tout, comment imaginer qu'il en soit autrement pour la formation? On ne va pas, alors que on n'arrête pas de dire que l'on apprend par différents moyens, etc., ce n'est pas parce que c'est la fin de ma journée, supposons que je suis aux 35 heures, il est 17 heures, j'arrête, je vais prendre le train, je ne vais pas m'empêcher d'apprendre, je ne vais pas m'empêcher de consulter une vidéo si ça m'intéresse, de lire un livre, de lire un article, etc., de suivre un MOOC. Voilà, il va se passer tout un ensemble de choses qui font que la formation nécessairement va sortir des frontières spatio-temporelles de l'entreprise. Et d'autant plus que ce qui se passe avec la réforme de la formation, on met bien l'accent sur le fait que finalement les entreprises reprennent la main sur la formation.
elles ont un peu moins d'obligations, mais on leur fait prendre conscience que si vous voulez survivre, si vous voulez développer votre compétitivité, faites de la formation, c'est dans vos mains, c'est un élément différenciant, etc. Je pense que le même discours va impacter les individus. En gros, si tu veux vraiment devenir acteur de ta formation, donc c'est un peu le discours incantatoire que l'on a actuellement, il va falloir aussi que tu te prennes en main. Et il va falloir aussi que tu assures ta propre carrière, ta propre employabilité. Donc l'entreprise va te donner les moyens, mais pas que l'entreprise. Et donc, de plus en plus, on va remettre la responsabilité sur l'apprenant. Et donc lui, s'il a bien compris les choses, il va peut-être aussi davantage intégrer cela dans ses pratiques, dans son quotidien. Il va se dire que le soir, plutôt d'aller passer 1 heure sur Facebook, il va peut-être aller sur autre chose pour apprendre. Et ça ne l'empêchera pas de le faire de manière ludique et plaisante. Au contraire, le bon apprentissage, c'est quasiment, on ne voit pas les heures passer. Donc tranquillement, c'est l'individu qui va devenir son propre responsable formation, au sens où on l'entendait. Et donc ça pose des questions. Évidemment, alors je ne dis pas qu'on y est, il va falloir du temps, encore une fois, depuis la loi de 71, on a plutôt été dans une logique où on était focalisé sur les moyens et, je me permets l'expression, mais on était quasiment dans une logique d'assistanat au niveau de la formation, où en gros on considérait que le salarié, il fallait le prendre par la main pour l'emmener en formation, il fallait tout lui expliquer, et aujourd'hui on dit qu'il soit acteur, mais il va falloir du temps, il va falloir travailler sur tout un ensemble d'éléments, culturels notamment, pour que ça soit une réalité. Mais à supposer que demain, 100% des salariés soient, y compris en tout cas que la formation, leur apprentissage dépendait avant tout d'eux, qu'ils étaient les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin et donc ce qu'ils vont devoir apprendre, c'est certain que du coup, on peut se faire du mouron en tout cas pour le responsable formation. Donc son rôle, ça je n'en démords pas, je ne sais pas s'il est amené à disparaître, mais il est amené en tout cas à sacrément évoluer. Et je pense vraiment que le rôle du responsable formation, ce sera toujours de faire le lien avec entre le niveau 2 et le niveau 3, au sens Kirkpatrick. C'est-à-dire que les gens vont apprendre en permanence, dans l'entreprise, chez eux, par différents moyens. Le rôle du responsable formation, ce sera comment je peux exploiter toute une partie de ce capital et le réinvestir, le réinjecter dans l'entreprise pour que ça soit utile. Comment je vais rendre tout ça opérationnel? Parce que si mes salariés suivent des MOOC sans arrêt, mais que ça reste, on va dire, plutôt la culture générale et que ça n'est jamais utilisé en entreprise, j'ai un problème. Donc, comment moi, je vais pouvoir identifier en tant que responsable formation moderne tout ce potentiel qui est inexploité et le ramener, en tout cas, en partie dans l'entreprise. Exactement. On arrive à la fin de notre première saison. Et c'est très important pour le responsable de formation. Tu as complètement raison, il y a une vraie évolution. Je ne pense pas qu'il ait vocation à disparaître, bien au contraire, il a vocation à se multiplier. Parce que derrière, on a besoin, quand on dit il faut apprendre, on redonne à l'individu le fait d'être acteur de sa propre responsabilité. Ça ne marche pas comme ça. Les gens, on a besoin de leur montrer un chemin. Oui. Donc, on a besoin de corps intermédiaires. Donc, on a besoin de réenchanter la personne, d'érotiser la formation, de montrer que c'est génial comme formation. Et donc, il y a toute une réécriture qui va se faire pour créer des aventures formatives qui s'inscrivent dans l'aventure de l'entreprise. Et cette partie marketing qui aujourd'hui se voit, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur le marketing de la formation en interne, c'est de donner l'envie. Et cette clé pour donner envie, ça ne peut pas être à l'individu seul de l'avoir, ça ne marche pas comme ça, l'individu. C'est bien sûr la société qui donne l'envie, par des stéréotypes, par le fait d'être ensemble, des communautés apprenantes. Et ce que Michel Maffezoli disait, la post-modernité, c'est-à-dire quoi, moins, parce que tu disais un responsable de formation moderne, je dirais post-moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler sur l'érotisation. Et c'est très important parce que ça deviendra une des fonctions premières dans l'entreprise, à condition, bien sûr, qu'il évolue. Et c'est tout cela que permet justement, quand on travaille sur la data, c'est qu'on peut avoir un cadre de pilotage, que ce soit sur le marketing de la formation, que ce soit sur l'analyse des besoins. Aujourd'hui, la formation mute d'une fonction de l'offre, 20e siècle, à une fonction de la demande, 21e siècle, mais il y aura toujours, pour peu qu'il y ait toujours de l'entreprise et qu'il y ait toujours du travail, il y aura toujours besoin d'avoir une aventure collective parce que l'entreprise va dans un sens. Et ce travail-là de mise en relation, ce que tu disais est très juste, ça sera celui du responsable, directeur, peu importe les appellations, mais qui va travailler là-dessus. Et donc, il y a énormément de belles choses à faire en la matière. Donc, ce qui veut dire que si vous pensez que ces belles choses qui sont en devenir
vous intéresse, sur les algorithmes, sur la place des robots, sur la place aussi du présentiel, sur la place qu'on peut avoir sur ces éléments-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va nous permettre de savoir si vous avez aimé, donc si vous avez regardé les vidéos, si vous avez commenté, ça nous permettra de vous proposer, si vous le désirez, une saison 2. Une saison 2, ça sera 5 épisodes sur une thématique comme les learning data. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Il y a énormément de choses qui sont sur la prospective, qui reposent sur la data et pas simplement sur la donnée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plein de choses à faire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, sur cette première saison, on a eu la chance d'avoir Jonathan et Sylvie. J'ai eu le plaisir d'interroger avec Sylvie de façon à avoir une cohérence sur ce sujet. J'espère que ça vous a autant intéressé que moi-même. En tout cas, merci à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.